باهي. مرحبا بكم الناس الكل. اسمي يوسف بيولي. دونك أنا الfounder متاع Cloud Native Jerba اللي هو initiative تحت الumbrella متاع CNCF Cloud Native Computing Foundation اللي هي بيدها تحت the Linux Foundation. ديجا هذه منظمة كبيرة اللي هي الmaintainer متاع الLinux الناس الكل تعرفوه. دونك الinitiative هذه تلانسات dernièrement، ما عندناش برشا من اللي بدينا. بدينا في آخر ديسمبر. الobjectif متاعها هي نلمّوا المغرومين العباد المغرومة بالcloud native en général والتكنولوجيا اللي مربوطة بها معناها directement ولا indirectement. ننظموا talks، ننظموا معناها meetups كي تواتي الفرصة. دونك فوالا، دونك هذه هي الفكرة، معناها إنه نتناقشوا، نبارطاجوا les connaissances، نبارطاجوا les expériences مع بعضنا. دونك اليوم فرحان برشا اللي معنا رياض جويني اللي هو cloud architect من سيسديك، اللي باش يحكي لنا على كوبرنيتيز some basics، معناها حاجات foundational وكل شيء introduction. دونك نشكره برشا بيرسونيلمون خاطر كان رياكتيف، معناها من اول ما بعثت له ميساج ديريكتومون معناها فريمون تفاعل معايا وكان متساهل برشا، كان كوبريتيف برشا معايا. دونك من غير ما نطول عليكم اكثر، نخليه هو يعرف بروحه. دونك رياض لك الكلمة. Ok. Merci beaucoup, Youssef. Merci. Du coup, merci déjà pour l'invitation. Là, j'encourage beaucoup ce type d'initiative. Je pense que c'est important, le partage du savoir et d'expérience. Donc, dès que je compte réactif, je veux me rendre disponible. Tous ceux qui ont des initiatives à KF de manière générale. Euh, j'ai fait plusieurs Tech Talks l'année dernière. Un Malte Tech Talk sur l'architecture data, un Malte Tech Talk sur de la sécurité. Ottawa, je voulais en faire un sur Kubernetes. Je voulais en parler et en profiter pour expliquer des choses qui sont au-delà des termes qu'on entend, mais vraiment la compréhension de ce qui se passe sous le capot, qui m'enroule under the hood, comprendre le fonctionnement interne et passer vraiment des termes basiques jusqu'à comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que on utiliserait du Kubernetes. Donc, je vais commencer avec ce petit agenda. Donc, je vais commencer d'abord par me présenter rapidement en 30 secondes. Je vais introduire le sujet et puis ensuite on va raisonner par architecture uniquement. D'accord? Donc, à chaque slide, il va y avoir un schéma et on va l'étudier ensemble. Et quand vous avez des questions, voilà, si je vais trop vite, n'hésitez pas à me couper. Voilà, si j'utilise des termes que vous ne connaissez pas, voilà, n'hésitez pas à m'arrêter. Je prendrai le temps de l'expliquer. D'accord? Donc, il y a plusieurs points. Je vais commencer par me présenter, ensuite je vais introduire et ensuite on va commencer par les composants Kubernetes haut niveau. Ensuite, on va faire un petit deep dive sur les composants un peu plus bas niveau. Et puis ensuite, on va parler de ce qu'on appelle le zero trust, donc vraiment de la sécurité. Donc, comment sécuriser son cluster, ses nodes, ses pods, etc. D'accord? Alors, qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Anna Juini, j'ai 31 ans, je suis architecte sécurité cloud chez Sysdig. Donc Sysdig, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui a développé ce qu'on appelle une solution open source de security runtime, donc, qui s'appelle Falco. Donc, security runtime, ça veut dire détection de menaces. Donc quand vous avez des attaques, une tentative de hacking ou autre, Falco est capable de détecter en temps réel, ce qui aujourd'hui est très, très, très utilisé. C'est utilisé chez Apple en interne, c'est utilisé par Microsoft, c'est utilisé par Google, et c'est une solution qui est rendue open source depuis quelque temps, qui est très utilisée par Amcol. Et mon rôle, c'est de faire de l'architecture et de conseiller les plus grandes banques en Europe sur l'utilisation de cette solution. قبل ما خدمت عند سيسديك, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs. J'ai travaillé dans le secteur de l'énergie, j'ai travaillé dans le luxe, j'ai travaillé pour Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, etc. Et j'ai travaillé chez IBM également. D'accord? Donc je suis là un petit peu pour vous partager mon expérience. Et, euh, et quand vous avez des questions, même si ce n'est pas sur Kubernetes, de manière générale, n'hésitez pas, on peut en profiter.
Autre chose, donc ce que vous voyez à gauche, donc Empowering Minds, ça c'est, un livre que j'ai écrit, que j'ai publié en juillet 2023. Donc Tawa Ramonos, Fred Karamil, qui est aujourd'hui sur Amazon. Il va décrire tous les, composants, et tous les concepts, on va dire, fondamentaux dans l'infrastructure. Il va les décrire, il va les mettre en relation, il va les vulgariser, pour toutes les personnes que ça intéresse. Il va y avoir du système, du réseau, du DevOps, des bases de données, de la cybersécurité. D'accord. Et le but, c'est vraiment d'orienter les personnes qui sont curieuses, qui veulent se faire de la culture générale, voilà, qui veulent se former sur certaines choses. Ce livre va regrouper tous les concepts fondamentaux par l'infrastructure. D'accord. Vous trouverez ça sur Amazon. Sinon, vous l'avez في الفناك, mais مش في جربة. Vous l'avez في الفناك في تونس, ou je pense il y a في سوسة, il y a في Monastir. Et vous l'avez aussi à Inde culturel, pour ceux qui veulent le voir, les stores. Ok, on va commencer. Je vais introduire un peu le sujet avec un petit peu de contexte. Donc, ce qu'il faut te poser comme question, c'est quelle est la différence? Alors, pourquoi on va containeriser? On va parler de conteneur alors qu'on a toujours parlé de virtualisation. D'accord? Donc là, on est vraiment sur quelle est la différence et pourquoi on va passer de ce qu'on appelle un hyperviseur avec de la gestion des machines virtuelles, donc un environnement virtualisé, vers un environnement containerisé. D'accord? Quand on a une machine virtuelle et qu'on déploie une application dessus, on ne s'intéresse pas, on ne s'intéressera pas que à l'application. On s'intéressera aussi à l'environnement qui est en dessous, c'est-à-dire les dépendances qu'il va y avoir entre le système, donc ce qu'on appelle l'operating system, ce qu'il y a dans l'operating system qu'on appelle le kernel, les librairies, les exécutables, donc les bins, donc, que je vais détailler tout à l'heure. Et puis ensuite, vous allez avoir la couche supérieure qui est l'applicatif. Quand on a une machine virtuelle et qu'on déploie une application, on doit s'assurer que l'application, elle est, compatible avec le système d'exploitation et là où on va la déployer. Donc, si on veut, par exemple, migrer, eh ben, il faut penser à tout l'environnement qu'il y a derrière et gérer toutes ces dépendances. Et plus l'application est lourde, plus l'architecture est complexe, et plus cette migration-là est complexe, parce on va héberger notre application dans un environnement qui est très lourd. Et nous, ce qu'on veut, c'est passer d'un environnement lourd dans lequel on a et la couche système et les couches au-dessus, donc la couche qu'on veut containeriser, qui est l'applicative. On veut pouvoir séparer les deux, donc isoler ce qu'on veut containeriser, donc l'application, de la partie operating system qu'on ne veut plus avoir à gérer. D'accord? Et c'est là où les conteneurs ont joué un rôle important. Où là, on s'est dit, OK, l'hyperviseur, c'est bien. Un hyperviseur, c'est une techno qui va permettre de gérer les machines virtuelles. C'est bien d'avoir un hyperviseur avec des machines virtuelles, mais on aimerait se simplifier la vie et utiliser une solution qui va admettre ce qu'on appelle de la portabilité, c'est-à-dire qu'on va se focaliser uniquement sur un environnement qui sera isolé et qui est l'applicatif. D'accord? Et c'est là où les conteneurs vont entrer en jeu. On va commencer par une vue très high level, très basique. Ce que vous voyez au-dessus, donc les 3 couches, ce conteneur, donc admettons qu'on est 3 par pod. Donc vous voyez un peu comment ça fonctionne. Vous avez Kubernetes, ce qu'on appelle un orchestrateur de conteneurs. Il va orchestrer des conteneurs qui, eux, sont dans ce qu'on appelle des pods. Les pods, ce sont les environnements, ce sont des environnements, ce sont les unités les plus petites déployables par Kubernetes. D'accord? Dans les pods, vous allez avoir les conteneurs et les pods sont dans des nodes. Les nodes, qu'on appelle worker nodes dans le cas de Kubernetes, ce sont des machines. Ce sont des serveurs, des machines virtuelles qui vont allouer des ressources ou du CPU, de la mémoire, avec une gestion du kernel, aux pods qui, eux, permettront d'isoler la couche applicative. D'accord? Je redétaillerai tout ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous me coupez la parole, je réexplique. Donc, ici, on a un exemple d'un déploiement sur le cloud. Donc, on est dans une région. Dedans, vous allez avoir des pods. Dans les pods, des conteneurs. Et l'architecture très très haut niveau, elle va se diviser de la sorte. Tout en bas, donc la couche hardware tout en bas, elle sera composée de ce qu'on appelle une availability zone. Une availability zone, c'est un ensemble de data centers. En général, les clouds
providers comme AWS ou GCP, ils vont vous promettre un minimum de 3 data centers par availability zone. C'est pas toujours le cas. En général, c'est ça, pour assurer la high availability, d'accord, la disponibilité maximale du service. Donc ça, c'est la couche hardware. Au-dessus de la couche hardware, vous allez avoir ce qu'on appelle l'hyperviseur, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui va gérer la virtualisation. Donc on a notre couche hardware, on va l'utiliser pour créer des machines virtuelles. Les machines virtuelles, elles sont là, elles étaient là pour se faciliter la vie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir à gérer nos applications sur du hardware brut. Non, on veut créer un modèle de découpage logique dans lequel on va allouer des espaces mémoire, du CPU, etc., en fonction de mes besoins. Donc, je vais créer des machines virtuelles que je vais orchestrer, gérer avec mon hyperviseur. Et l'hyperviseur, ce qu'il va faire, c'est que il va créer des machines virtuelles qui, elles, vont avoir ce qu'on appelle, on va zoomer un petit peu sur ça, ouais, qui vont avoir ce qu'on appelle un guest OS. Un guest OS, c'est un système d'exploitation qui sera adapté au type de conteneur et qui, lui, va contenir du coup les pods qui, eux, contiendront les conteneurs. D'accord? Dans chaque conteneur, vous avez les composants que je mets ici sur ce schéma. Vous avez en rouge donc la couche applicative, donc votre application, et ce qu'on va chercher à isoler, ce n'est pas uniquement l'application, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le package qui permet de gérer les dépendances. Donc, ne pas être dépendant d'un système d'exploitation, mais pouvoir prendre son application et y ajouter le principe de portabilité. Je la prends, je la migre, j'ai rien d'autre à faire. Je la gère comme un composant qu'on appelle lightweight, un composant qui est léger. Donc vous avez la couche applicative en rouge, donc votre application, et en dessous, vous avez les composants qui gèrent les dépendances. Vous avez ce qu'on appelle des libs, donc ce sont les librairies dont vous avez besoin pour ceux qui font un peu de code. Et puis, vous avez les bins, donc ce sont des exécutables qui sont déjà compilés et qui sont déjà compréhensibles par le CPU. D'accord? Donc, c'est des exécutables, tout simplement. Et ça, ce package-là, c'est ce qui vous permet d'isoler votre application et de la rendre portable. D'accord? On a ensuite une couche qui est très importante pour gérer le conteneur, parce que un conteneur, ça ne se gère pas tout seul, c'est un fonctionnement, d'accord? C'est une isolation. Cette isolation-là, elle est gérée par des providers dont le plus connu s'appelle Docker. D'accord? Docker, c'est ce qu'on appelle un container runtime. Docker, ce qu'il va faire, c'est que c'est très simple. Il va créer le conteneur et le gérer. Créer, gérer, le détruire. D'accord? Lui, il va s'occuper de la gestion de ce qu'on appelle le container runtime. Runtime, c'est assez simple, ça signifie en temps réel. D'accord? Donc lui, il est là pour gérer en temps réel la vie du conteneur. Et dedans, vous allez mettre les composants qui vont vous permettre de gérer les dépendances et d'éviter d'être dépendant d'un système. On veut éviter d'être dépendant d'un système. C'est l'idée derrière le fait de containeriser une application. D'accord? Donc, si on essaye d'avoir une vue plus large, plus globale sur comment ça s'applique à Kubernetes. Kubernetes, c'est deux composants. Le premier, c'est celui qui est en bas, ce qu'on appelle le control plane ou le master node. Le control plane, par la plupart des cloud providers, il est géré, c'est un managed service, c'est un service géré par ce cloud provider-là. Vous n'allez pas le gérer. Mais comment ça fonctionne? C'est un ensemble de composants qui sont déployés dans un node qu'on va appeler le master node, qui lui va jouer le rôle d'orchestrateur de conteneurs. Il va orchestrer tout ce qui se passe dans la couche supérieure qu'on appelle la couche data plane. La couche data plane, elle va contenir, je disais, donc les worker nodes. Donc c'est le pool de machines qui sont associées à Kubernetes. D'accord? Dans ces pools de machines-là, il y a ce dont je parlais tout à l'heure. Vous allez avoir des pods qui seront déployés en fonction de ce que vous voulez déployer comme pod, des ressources que vous voulez affecter, etc. Et dedans, vous allez avoir vos conteneurs avec les applications qui sont isolées et les conteneurs qui sont lancés grâce au container runtime que vous aurez choisi. Donc, le plus connu, encore une fois, c'est Docker. D'accord? Ça, c'est le fonctionnement de Kubernetes. C'est ça. Deux, data plane,
Control plane. Control plane, il orchestre tout ce qui se passe dans le data plane. OK? Maintenant, on va passer aux parties plus intéressantes, et un peu plus on va ajouter un peu plus de complexité. C'est qu'on va s'intéresser et on va zoomer, encore une fois, sur ce qui se passe au niveau du masternode. Donc là, juste avant de passer à cette partie-là, hem, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je vais vite? Est-ce que c'est trop simple? Est-ce que quelqu'un a des questions ou je continue? Je continue? OK, Oui. je vais continuer. Oui? OK, merci. OK, je vais continuer. Donc le masternode ou le control plane, je vais le montrer dans la couche basse de mon ancien schéma, a plusieurs composants qui vont permettre de gérer et d'orchestrer la couche haute, le data plane. D'accord? On va commencer par, ce qu'on appelle l'API server. C'est ici une couche qu'on doit maîtriser quand on travaille sur Kubernetes. L'API server, c'est un hub. Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que toutes les requêtes, qu'elles soient internes ou externes, vont passer par l'API server. Toutes les requêtes. Rien, aucun composant ne va communiquer avec un autre composant sans passer par l'API server. C'est le hub. C'est celui qui va gérer l'authentification et le relais des requêtes. D'accord? Euh, vous avez d'autres composants qui sont importants. L'un des plus importants, je pense qu'ils sont tous importants, mais on va les décrire et après on va prendre des exemples qui vont vous permettre de comprendre le fonctionnement. On va prendre ce que vous voyez ici, la key value DB, donc juste à droite de l'API server. Ça, c'est ce qu'on appelle le TCD. C'est une base de données qui est valeurs. D'accord? Les valeurs, c'est ce que vous voyez à droite. Donc, je vous donner un petit exemple et pour décrire le contenu de ce type de base de données. C'est une base de données qui va contenir la configuration et l'état actuel du cluster. D'accord? Quand vous allez réaliser un déploiement, vous allez faire kubectl, deploy ou apply, un fichier YAML par exemple, vous allez requêter l'API server qui, lui, va vous authentifier. Donc, vous va s'assurer que le kubectl a la bonne API server adresse, a la bonne configuration pour s'adresser au bon cluster. Et puis ensuite, dès que l'API server va l'authentifier, il va stocker l'état désiré dans le TCD. Ça, c'est la première étape qui est importante, l'état désiré. Pourquoi? Parce que quand vous faites du Terraform, quand vous faites du YAML, par exemple, ces langages-là, ce qu'on appelle des langages déclaratifs. C'est des langages où vous allez déclarer un état. Donc, c'est l'état souhaité. D'accord? Et l'une des complexités quand on utilise ce genre de technologie, c'est pouvoir comparer l'état désiré et l'état réel. Donc, quand on va faire un déploiement, l'état désiré, déclaré dans le YAML, il va être stocké, d'accord, dans le TCD. Ensuite, il va y avoir un autre fonctionnement derrière pour comparer l'état actuel, ce qui va vous permettre d'être alerté quand il y a un problème, quand il y a un node qui est down, quand il y a un pod qui n'est plus fonctionnel, quand il y a un problème de ressources. Ça, on a besoin de le voir. Et ça, c'est également dans le TCD, mais le fonctionnement est différent. D'accord? Le fonctionnement, c'est que vous allez avoir la couche basse que vous voyez là, les worker nodes X et Y. D'accord? Ça, c'est les worker nodes qui vont contenir des pods et des conteneurs dedans. Donc, vos applications sont dedans. Et chaque node va avoir ce qu'on appelle un kubelet. Un kubelet, c'est un composant qui est là pour monitorer de manière continue euh, l'état des pods, des conteneurs et des nodes. Le kubelet, dès qu'il y a un problème, il va alerter l'API server. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a un composant dans Kubernetes qui s'appelle le controller manager, que vous voyez ici au milieu à gauche. Le controller manager, il est là pour contrôler l'état. Il va déployer d'autres composants qui sont des contrôleurs, comme par exemple le replica set, si vous en avez entendu parler, qui vont aller euh, déclarer, enfin, échanger avec le composant qu'on appelle le scheduler pour lui dire, par exemple, écoute, j'ai remarqué qu'on a moins de replica sets que l'état désiré. Donc, l'état actuel, on a par exemple, comme l'exemple qui est à droite ici, on a
3 desired replicas et 2 current replicas. Donc il y en a un qui manque. Donc il y a probablement un replica set, un pod qui est tombé. Donc je vais aller voir le scheduler, donc c'est le contrôleur manager. Il va le dire à l'API server. L'API server va communiquer l'information au scheduler. Et le scheduler, lui, son rôle, c'est d'allouer des ressources, de trouver les nodes sur lesquelles il y a les ressources qu'il faut pour pouvoir créer un nouveau code, donc ce réplica set-là. Et le scheduler, il va envoyer l'information à l'API server pour lui dire bah, j'ai détecté un node qui a les ressources, on peut déployer le pod dessus. L'API server va donner l'information au kubelet qui lui va créer ce pod-là dans le node en question. D'accord? Et le contrôleur manager va continuer d'interroger l'API server, d'accord, qui lui interroge du coup le kubelet pour avoir l'état. Et dès qu'il y a un changement d'état, il va l'afficher dans le TCD. Et les contrôleurs managers, il va continuer de poser la question à l'API server, qui lui va récupérer les informations de l'ETCD et va l'alerter s'il y a un quelconque changement. Okay, ça, c'est le fonctionnement interne du masternode. Ces composants fonctionnent ensemble, mais passent toujours par l'API server. C'est pour ça que je le spécifie à chaque fois. C'est que l'API server, c'est le hub. Aucun composant ne discute avec un autre composant sans passer par l'API server. Okay, donc ça, c'est le fonctionnement. S'il y a besoin que je répète, je peux le faire. Mais globalement, c'est ça. API server, c'est le hub. Key Value DB, le TCD, c'est une base de données clé valeur qui permet de stocker l'état et la configuration actuelle du cluster. Donc, il y a un composant extrêmement important. Le controller manager, c'est celui qui va contrôler l'état des workers, des nodes, etc., en passant par le TCD. Et le scheduler, c'est celui qui va rechercher les nodes avec les ressources et puis scheduler l'installation ou le déploiement plutôt des pods dans les bons nodes. Et le kubelet, c'est celui qui va exécuter les tâches, celui qui va monitorer et exécuter les tâches de création euh, de pods avec les conteneurs dedans. Okay, ça, c'est le fonctionnement du master node. Ensuite, il y a autre chose, ce qu'on appelle le kubectl. Le kubectl, c'est une ligne de commande. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, le kubectl, mais quand vous créez un cluster Kubernetes, par exemple, on va dire sur AWS, donc ça s'appelle EKS, donc Elastic Kubernetes Service, vous allez devoir, pour gérer en ligne de commande votre cluster, vous allez installer ce qu'on appelle la ligne de commande kubectl. Kubectl ne fonctionne pas automatiquement. kubectl, c'est une ligne de commande qui a besoin de s'authentifier à votre cluster. Donc kubectl va se baser sur un fichier de configuration qui est le .kube config. Ce fichier-là va contenir 3 éléments qui vont permettre de s'authentifier. Il va contenir ce qu'on appelle le contexte, il va contenir le certificat d'authentification et va contenir l'adresse de l'API server. D'accord? Donc, quand vous installez kubectl, en réalité, vous allez lui dire j'aimerais des commandes, que tu puisses lancer des commandes, mais j'aimerais aussi que tu les lances au bon cluster. Donc, vous allez configurer cette connexion-là avec le bon mode d'authentification. C'est de la sécurité. C'est pour sécuriser votre authentification. Ensuite, ce qu'on appelle le contexte, qui est un élément extrêmement important ici, c'est les 3 éléments que vous voyez au-dessus. D'accord? Un contexte, c'est le cluster, le namespace et l'utilisateur. Un namespace, je ne sais pas si ça vous parle ce langage-là, mais un namespace, c'est un découpage logique de votre cluster. C'est une isolation. D'accord? Vous voulez isoler un espace dans lequel vous voulez, je ne sais pas, isoler un type d'application, votre base de données ou autre. C'est un découpage logique qui vous permet d'isoler votre applicatif. D'accord? C'est une couche au-dessus du cluster. Et du coup, votre contexte, c'est donc quand vous allez lancer un kubectl, vous allez le configurer, vous allez dire bah, je vais mettre la bonne configuration avec le bon certificat d'authentification, avec l'adresse API serveur qu'il faut et le contexte. Et le contexte, c'est bah, j'aimerais accéder au cluster X, au namespace X, Y, Z, et j'aimerais que les utilisateurs, je sais pas, Aliad et Youssef, puissent se connecter à ce cluster-là. C'est extrêmement important. Ça vous permet, en fait, le contexte, ça vous permet de gérer, de basculer entre utilisateurs sans impact. Et ça vous permet également de sécuriser votre connexion. Ça, en fait, c'est le fonctionnement du masternode. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'orchestrateur.
C'est lui qui va orchestrer tout ce qui va se passer. OK? Donc, je m'arrête 5 secondes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je vais vite? Est-ce que voilà. Les schémas que je vous montre ici, c'est moi qui les ai créés, ils ne sont pas sur internet. Donc si vous les voulez, vous m'écrivez, par mail ou sur LinkedIn et je peux vous les envoyer au sans aucun problème, si vous intéresse, d'accord? Mais du coup, je m'arrête 30 secondes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez que je réexplique certaines choses? Vous avez des questions? Où est-ce que j'avance? إذا عندكم des questions تنجموا تخلّيو على الchat معناها إذا ما تحبوش تحكيو بالميكرو. Voilà donc sinon la parole à Riyad. OK, d'accord, mais n'hésitez pas à mettre vos questions. Mettez les miennes en plein écran, quand tu ouvres des questions, Youssef, n'hésite pas à me le dire, je les vois pas. OK, OK. Bon, on va passer du coup, vu que tout est clair, on va passer à la dernière partie que je voulais vous montrer, c'est la partie, on va parler de zéro trust. Donc le principe du zéro trust, c'est un principe de sécurité qui permet de faire en sorte que rien ne rentre, rien ne sort et aucune communication interne ne se fait sans filtrage et sans vérification. Donc que ce soit les composants internes ou les composants externes qui communiquent avec le cluster, ça ne change rien. Tout est bloqué. Rien ne passe automatiquement. Il n'y a aucun échange qui se fait sans appliquer ce qu'on appelle des network policies ou network rules. D'accord? Des politiques réseau ou des règles réseau qui sont faites pour filtrer, pour faire du firewalling, pour bloquer des types de requêtes. D'accord? Qu'on appelle le zero trust. Et ça, c'est là où la plupart des entreprises, donc les entreprises qui ont des données très sensibles, qui veulent protéger, c'est dans la direction que ces entreprises-là veulent prendre. C'est très complexe de faire du zero trust parce que la plupart des entreprises qui ont des architectures très complexes, des architectures qu'on appelle 3 tiers, elles ont, beaucoup de choses à sécuriser, beaucoup de choses à vérifier. D'accord? Donc, elles n'ont pas juste comme dans mon exemple, juste, quelques conteneurs avec quelques pods et 3 nœuds. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Elles peuvent avoir des milliers ou des dizaines de milliers de nodes avec beaucoup, beaucoup de conteneurs, avec des dépendances entre les nodes, des dépendances entre les applications, avec un réseau derrière qui est extrêmement complexe et du coup, ça prend beaucoup de temps, mais c'est l'objectif. L'objectif est de faire en sorte que, heu, tout soit bloqué. D'accord? Tous les accès. Donc je voulais en profiter, du coup, pour parler un peu réseau et sécurité avec ce schéma-là. Ce schéma, il est pas, je sais qu'il est un peu grand, un peu lointain, donc il est pas hyper visible. Je vais en profiter pour vous montrer plutôt sur Waymo et pouvoir zoomer. OK? Bon. Du coup, ça, ce que vous voyez ici, tout ça, c'est ce qu'on appelle du cluster mesh. Cluster mesh, c'est des échanges sécurisés avec des network policies et du firewalling entre plusieurs clusters. Dans un cluster, vous allez avoir des nodes et dans les nodes, vous allez avoir ce qu'on appelle du coup des pods et des conteneurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Le cluster mesh, c'est s'assurer que, par exemple, ce cluster-là est capable de communiquer avec ce cluster-là de manière sécurisée. On va rentrer un peu dans la complexité réseau. Dans le réseau, vous allez avoir ce qu'on appelle un overlay et un underlay. L'overlay, c'est ce qui va composer les couches supérieures avec les découpages logiques et vos conteneurs, vos applications et les échanges entre pods. L'underlay, c'est la complexité qu'il y a en dessous. C'est, les protocoles réseau, le routage. C'est si on parle du modèle OSI, par exemple, si vous êtes familier avec ça, ce sont les couches 1, 2, 3. Hardware, couche 2 et couche 3. Donc couche 2, les MAC adresses, couche 3, c'est, les IP et puis UDP et TCP. D'accord? Enfin, couche 3 à 4. Donc les couches 1 à 4, elles sont en général, en tout cas, couches 1, 2, 3, elles sont gérées au niveau de l'underlay. Dans l'underlay, vous allez avoir des échanges de paquets réseau, ce qu'on appelle des paquets ou des frames en fonction de la couche exacte, qui vont se faire entre nodes et entre clusters. Donc là, la complexité, elle est dans comment je fais pour sécuriser les échanges qui se font au niveau de l'underlay, que je décris ici à droite de manière très simplifiée, pour ensuite pouvoir faire communiquer l'overlay
donc les couches supérieures, donc les pods, les conteneurs, et cetera. OK? Il y a plusieurs solutions pour faire ça, mais en général, ce qu'on trouve, on a plusieurs types d'architecture réseau. Dans les dans les clouds, en général, vous allez utiliser ce qu'on appelle le backbone du cloud pour la gestion du réseau. Les backbone cloud, notamment AWS ou GCP ou Azure, vont utiliser un type de protocole qu'on appelle le MPLS. MPLS, c'est un protocole qui va vous permettre de gérer les problématiques de latence, qui va permettre de connecter plusieurs routeurs de manière intelligente, très rapide et très pratique. En général, pour connecter une IP à une autre et connecter un routeur à l'autre, pour trouver le bon chemin pour arriver d'une IP à une autre. Vous allez avoir d'autres types de protocoles. Le problème avec le MPLS, c'est que il coûte très cher. Il coûte très très cher. C'est ce qu'il y a de plus optimal en général et ça coûte très cher. Vous avez d'autres types d'infrastructures réseau qui vous permettent de connecter des routeurs et de trouver ce qu'on appelle le next hop, donc le prochain arrêt. Donc en fait, une interconnexion réseau, ce qu'on appelle une topologie réseau, c'est plusieurs interconnexions et chaque interconnexion, c'est un routeur pour arriver d'un point A vers un point B. On va passer par plusieurs routeurs. On a ce qu'on appelle, vous pouvez avoir du coup un réseau basé sur ce qu'on appelle du BGP. BGP, c'est pour Border Gateway Protocol. C'est un protocole qui est assez basique, très utilisé, qui permet d'interconnecter des routeurs via des adresses IP avec des CIDR qui sont exposés, donc que je vais expliquer. Donc CIDR, c'est des plages d'IP et, et des échanges des données IP de manière sécurisée avec des ouvertures de sessions BGP qui vous permettent de faire connecter les clusters. Soit vous allez avoir donc ce modèle-là BGP, soit vous allez avoir des modèles beaucoup plus intelligents ou un peu plus intelligents, ça dépend de comment vous l'avez déployé, qu'on appelle des systèmes autonomes, les autonomous systems. Les autonomous systems, l'un des plus connus, c'est ce qu'on appelle le Software Defined Wide Area Network, le SD-WAN, qui est un principe qui permet, qui a oui, un software, plus qu'un principe, c'est un software qui permet de centraliser la gestion de tous les réseaux que vous avez. Si par exemple vous travaillez dans une entreprise, il y a plusieurs réseaux découpés à l'international, un réseau aux États-Unis, un réseau au Japon, un réseau en France, un réseau plutôt, etc. Ce software vous permet d'interconnecter tous les réseaux et de les gérer de manière centralisée et d'y appliquer le principe de système autonome, c'est-à-dire que on va y appliquer du routage intelligent qui va permettre de retrouver le next hop et le chemin le plus simple et le plus optimal pour pouvoir atteindre une application donnée. D'accord? C'est des systèmes qui coûtent cher, mais qui sont de plus en plus utilisés. Hem, voilà, ça c'est un peu pour la culture générale. Aujourd'hui, quand vous utilisez un cloud provider AWS ou autre, vous serez en IaaS ou PaaS, donc vous n'aurez pas vraiment de visibilité, mais pour que vous compreniez comment ça marche, vous allez avoir du coup un modèle underlay qui va gérer, en général c'est du MPLS avec du BGP, qui va permettre du coup avec une ouverture ce qu'on appelle une ouverture de session BGP, qui va permettre d'exposer d'un cluster à un autre le CIDR du cluster. Le CIDR, c'est une plage d'adresse IP. Donc, ce sont les IP qui permettent d'atteindre les nodes ici. Une session BGP, il va communiquer un CIDR. D'accord. Ce CIDR sera enregistré dans la table de routage du deuxième cluster. Et le deuxième cluster va faire la même chose. Il va ouvrir une session avec une session BGP et lui va exposer le CIDR qui sera enregistré dans la table de routage de chaque node. D'accord. Chaque node, là j'ai mis deux nodes ici, deux nodes ici. Donc c'est une ouverture de session et un enregistrement qui se fait dans la table de routage de chaque. D'accord? Donc ce CIDR va permettre de savoir où est l'IP que je veux atteindre. Et ensuite, pour l'atteindre, vous allez passer par l'underlay qui est du coup beaucoup plus complexe que je montre, mais ce que je voulais montrer, c'était le basique qui est géré par BGP. Il va passer par un ensemble de routeurs, un ensemble de composants réseau, infrastructure, hardware, pour ensuite arriver à ce cluster-là. D'accord? Le underlay, il est sécurisé de plusieurs manières. Et c'est là où du coup on va arriver à cette partie-là, c'est que vous allez avoir
plusieurs éléments. On va zoomer un petit peu. Je vous ai mis 2 choses. Il y a ce qu'on appelle le Container Network Interface, le CNI. Vous en avez peut-être entendu parler, donc c'est une interface, graphique, d'accord? Pour les conteneurs, CNI, Container Network Interface, qui va permettre d'attribuer une IP à chaque pod dans vos nodes, d'accord? Il faut différencier 2 choses. Les IP dans les CIDR de l'underlay, donc des nodes, ça c'est la couche underlay, la couche basse, et les IP qui sont déconnectés et isolés, qui sont attribués au pod. Ce sont 2 choses différentes. Vous allez avoir un CIDR dans l'underlay et un CIDR dans l'overlay, d'accord? Des IP pour les nodes, des IP pour les pods. Et le Container Network Interface, il va permettre d'attribuer une IP à chaque pod pour faire communiquer les pods. Donc lorsqu'il y a un échange, qui tente de se faire, le CNI, lui, il va récupérer du coup les les, heu, les informations dans la table de routage, donc les IP qui ont été stockées dans le node qui contient ce pod-là, d'accord? Il va aller interroger l'API server sur les network rules et les security rules. Donc l'API server, il va contenir les règles de sécurité d'infrastructure qui sont du coup stockées dans le TCD, d'accord? Il va interroger l'API server dans le master node pour lui dire, ben, je suis là pour sécuriser ce node et ces pods-là. Je sais qu'on va essayer de communiquer avec moi. Je vais attribuer une adresse IP à ce pod. Donne-moi les règles que je dois appliquer. Donc, l'API server va lui dire, OK, je vais vérifier auprès de TCD les règles de configuration, donc les règles réseau, de filtrage, etc. Et puis ensuite, le TCD va renvoyer cette réponse à l'API server qui va répondre au CNI en lui disant, voici les règles. Le CNI, il va aller voir, du coup, le node, le composant qui va gérer la couche basse. Donc là, on retourne au niveau de l'underlay, en bas. Et cette couche basse, on appelle le kernel. Et du coup, il va appliquer pour l'un des programmes les plus connus, ce qu'on appelle le BPF. Il va aller appliquer, il va créer un bout de code qui sera exécuté par le BPF au niveau kernel pour pouvoir sonder ce qui arrive. Donc quand vous avez, je vais détailler ce qu'est le BPF dans un instant, quand vous avez une demande de connexion, donc on prend un exemple, vous avez un pod qui essaie de communiquer avec un autre pod, le, le CNI, il va demander à l'EPPF d'appliquer les règles de sécurité et de réseau, et lui, il va filtrer les données qui vont arriver et appliquer les règles que l'API server lui a données. Le BPF, pourquoi il est au niveau kernel? Parce que en fait, c'est pour BPF, c'est pour Extended Berkeley Packet Filter. C'est faut le voir comme un programme qui va exécuter du code au niveau kernel, donc dans la couche basse de l'OS. Heu, je pense que vous savez ce que c'est que le kernel. Juste pour, préciser, le kernel, c'est la couche, c'est le cœur de tout OS. C'est ce qui va orchestrer la gestion des threads, des process, l'allocation des ressources, CPU, mémoire à votre machine virtuelle. Donc le kernel, c'est le cœur de votre OS. Et par exemple, s'il y a, je sais pas moi, on va prendre un exemple simple. Si vous prenez votre souris, vous double-cliquez pour ouvrir un programme, vous serez sur la couche haute, la couche applicative, d'accord, en tant que user. Donc vous allez faire votre double-clic. Il va y avoir une information qui sera envoyée au kernel, qu'on appelle un syscall, on appelle système. Le kernel, il va dire: «OK, vous voulez ouvrir tel programme. Tel programme va demander telle CPU, telle mémoire, et cetera, et cetera. On va les allouer et là, le programme va s'ouvrir». Donc c'est ça la gestion de process. Ensuite, vous avez plusieurs types de process. Vous avez ce qu'on appelle des threads qui sont, au même principe que des process, sauf qu'ils ne partagent pas, l'espace enfin, ils ne partagent pas l'espace mémoire. Et le multithreading, c'est le fait de pouvoir, en fait, ouvrir de manière
très vulgarisé, pouvoir ouvrir plusieurs process en même temps. D'accord. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, le BPF, c'est un programme qui va permettre de lancer du code au niveau kernel. Donc, pouvoir lancer du code qui va contenir les règles de réseau et de sécurité qu'on va pouvoir appliquer. D'accord. Donc, dès que le kernel il reçoit du coup l'information, les paquets arrivent du underlay vers l'OS. L'OS va dire, OK, je connais cette IP, j'applique telle règle de réseau. On va dire par exemple des règles, on va dire qu'il y a du whitelisting. Donc, whitelisting, ça veut dire qu'on va tout bloquer sauf quelques IP. On va whitelister certaines IP. Donc, on va avoir des IP à whitelister. OK, je reconnais cette IP. Effectivement, c'est l'IP, elle fait partie des IP qu'on a whitelisté. Donc, je l'autorise. Donc, j'autorise ce message à passer et je t'autorise cette communication entre le pote qui a voulu discuter avec moi et mon pote. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup le meshing. Vous avez deux types de meshing. Vous avez le cluster mesh, donc ça c'est l'interconnexion réseau. عندي سؤال بالله رياض. Oui, اسكو oui. سي ماهوش نفسه الرول نتاع الراوت تيبل اللي الحكايه اللي يعمل فيها السي ان اي مع البي بي اف. En fait, la table de routage, il faut le voir comme une petite base de données qui va t'exposer les IP qui sont connus. D'accord. En fait, c'est pas le même rôle, c'est juste informatif. Mais les règles, et là, j'ai donné un exemple simple. Le BPF, j'ai donné un exemple simple par whitelisting, mais les règles sont beaucoup plus approfondies et peuvent être beaucoup plus complexes. D'accord. Donc, effectivement, si c'est du whitelisting ou table de routage, hein, si tu veux whitelister que les IP et les formes de table de routage, oui, c'est la même chose. Mais les règles réseau vont être beaucoup plus avancées que ça. En même temps. C'est à peu près clair, ma réponse? وي سي بون يعطيك الصحة عايشك. Ok. Donc voilà. Donc vous avez deux types donc de mesh. Vous avez le cluster mesh, donc échange entre clusters, et puis vous avez le service mesh, l'échange entre pods dans un même node ou entre pods dans des nodes différents mais dans le même cluster. Et là du coup on va sécuriser les choses de manière un peu moins complexe le service mesh puisqu'on va pouvoir rester ADMC entre pods. On n'a pas besoin de passer par une couche underlay et sécuriser la couche basse. On va sécuriser les échanges entre pods directement. Et ça, il y a plusieurs méthodes. Donc, quand on prend du Kubernetes, la solution la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle l'Istio, Envoy Istio. Istio, donc c'est ce qu'on appelle un proxy en sidecar. Donc, je ne sais pas si ces termes vous parlent. Le sidecar, c'est un conteneur qu'on va ajouter qui permet de gérer les règles réseau, donc de filtrer. C'est un proxy qu'on va mettre sur chaque pod pour filtrer les règles réseau. Ça peut fonctionner également pour faire du service mesh. Ça fonctionne pour faire du service mesh, c'est prêt d'utiliser le Envoy Istio en tant que sidecar, d'accord? Et sinon, on peut utiliser d'autres solutions. Vous avez une solution que j'ai mise ici qui s'appelle le Cilium. Donc, d'accord, le Cilium se base sur le BPF et sur du BGP. Sinon, vous avez d'autres solutions qui permettent d'éviter le BGP et de rester sur la couche overlay qu'on appelle le VXLAN. Le VXLAN, c'est un protocole. Euh, c'est pour Virtual Extended euh, Local Area Network. C'est un modèle qui permet d'encapsuler des paquets, de les sécuriser et de les envoyer entre pods. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle des tunnels IPsec qui permettent de rester sur la couche overlay. D'accord. Et voilà. Donc, globalement, en fait, ce qu'il faut retenir, il y a peut-être beaucoup de complexité ici, mais ce qu'il faut retenir, parce que j'ai parcouru beaucoup de choses. Donc je vous ai parlé de cubes, je vous ai parlé configuration, de routing, de plusieurs types de protocoles, etc., overlay, underlay. Euh, j'ai couvert plusieurs choses assez rapidement. Je sais que ça a été rapide pour couvrir des choses qui sont complexes, mais l'idée, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire, en fait. Ce qu'on peut faire, on a un cluster qui est assez simple avec du cube, et ce qu'on peut commencer à faire rien qu'avec un environnement de test, et puis avec en fait un cluster très simple avec deux nodes ou ouais, deux nodes, une application très simple, et on peut commencer à s'amuser dessus et essayer de transformer ce qu'on appelle les buzzwords, donc les termes qu'on emploie à chaque fois, orchestration de conteneurs, sidecar, etc. Essayer de les transformer en quelque chose de plus compréhensible et comprendre réellement ce qui se passe
sous le capot. Et ça, le plus important, je pense, c'est à partir du moment où on comprend ce qui passe réellement, le pourquoi du comment, je pense qu'on devient beaucoup plus à l'aise. Et ça, du coup, je vous ai fait un schéma qui est, peut-être un peu, qui contient beaucoup de choses, mais j'ai essayé de le rendre le plus simple possible, qu'on puisse, que ce soit lisible. Mais, hem, c'est important de garder ça en tête. Garder en tête ce fonctionnement-là parce que ce dont je parle, vous pouvez le voir, dans les cloud providers, que ce soit sur Azure ou AWS, et peut-être que ce sera pas évident, le principe d'overlay, underlay. D'accord? Je vous donne un exemple sur Azure, par exemple. Si vous prenez un cluster, AKS, donc Azure Kubernetes Service, vous allez voir, en fait, une différence entre, le CIDR et les subnets alloués dans vos VPC, donc les VPC alloués au pod. Vous allez voir une différence entre ces IP-là et les IP qui sont alloués aux nodes. Et ça, c'est la différence entre overlay et underlay. Donc vous pouvez vérifier, hein. Si vous créez un cluster, AKS sur Azure, vous verrez que, les vous n'aurez pas les mêmes, sur votre VPC, vous n'aurez pas, les mêmes IP, dans vos découpages de subnet que les IP que vous aurez dans les découpages nodes. D'accord? Donc ça, c'est important de couvrir ces éléments-là et de les comprendre. Voilà. Voilà. Globalement, c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai pris un peu moins d'1 heure. Ça m'a pris أقل بشوية من ساعة, mais je voulais faire le tour de tous ces éléments-là et être clair sur, la plupart des éléments qu'on peut couvrir, voilà. J'ai beaucoup parlé, donc je vous laisse, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Si كان تحبوني نعاود حاجات نعاود نفهم, نعاود, il y a aucun problème. C'est vraiment, avec plaisir et voilà. Et je vous laisse, je vous donne la parole. Il y en a pas mal ce que je voulais vous dire. يعطيك الصحة رياض، ميرسي بوكو. فماش دي كيستيون يا جماعة، سوا بالchat سوا تحلّوا ميكرو وتحكيوا معناها دونك n'hésitez pas. entre autres أنا عندي سؤال رياض. دونك أنا نعرف الservice mesh معناها كيفاش الfonctionnement نتاعو وكل شيء، أما ما عنديش فكرة كيفاش الcluster mesh معناها أنت حكيت عليه déjà توا. est-ce que كيفاش الprincipe نتاعو معناها يصير؟ Cluster mesh, en fait, mesh, ça veut dire échange d'informations. Cluster اهم، mesh, c'est un échange entre clusters. Vous avez 2 clusters, qui veulent discuter. Dans un cluster, vous avez des nodes et du coup, ce qu'on veut, c'est que les nodes, le node, du cluster 1 puisse communiquer avec le node du cluster B. D'accord? Et ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais qui est assez, assez complexe, donc je sais, je suis allé un peu vite. C'est que, en fait, ce qui va se passer, c'est que, admettons, enfin, ça, d'accord? C'est le cluster A. اهم، Ça, c'est le cluster B. D'accord? ouais, Ça, c'est l'underlay, donc tout ce qui va gérer le réseau. Ce qui va se passer, c'est que on veut que ce cluster-là discute avec ce cluster-là, donc l'un des nodes discute avec ce node-là. Ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir une session BGP. BGP va afficher les IP des nodes dans le CIDR. Le CIDR, c'est les plages d'IP. Donc, j'ai ouvert une session. Voici mes IP. Les IP, elles seront enregistrées dans la table de routage de chaque node qui est le cluster header. D'accord? Et OK. inversement, Mmh. lui, il va ouvrir une session BGP. Il va afficher les IP, les plages IP CIDR. Elles seront enregistrées de table de routage par cluster A. Et c'est comme ça qu'ils sauront comment ils doivent communiquer. Ensuite, tout le reste, il se fait dans la complexité de l'underlay, c'est-à-dire que quand ce node-là peut discuter avec ce node-là, ça va traverser le BGP avec tous les routeurs qu'on va trouver ici, que je n'ai pas dessiné pour pas rendre le schéma imbuvable, Mmh. mais il va aller basculer sur tous les routeurs jusqu'à arriver au BGP ici et communiquer avec le node, où il va arriver, dès qu'il va arriver au node, il va arriver au, au CNI, d'accord? Au CNI, qui lui va demander à l'EBPF d'appliquer des règles de sécurité, et lui va les appliquer, il va dire OK, j'autorise ou j'autorise pas, et s'il autorise, là on monte à la couche overlay, la couche applicative, et le pod ou l'application pourra recevoir du coup le message en question.
OK? d'accord. C'est clair? OK. C'est clair يعطيك الصحة يعيشك. آمم، سؤال آخر بارابور معناها وقتاش نستعملوا Kubernetes هذايا سؤال كبير برشا معناها dans quel cas تقول لازمني هنا نستعمل Kubernetes معناها كان تنجم تحكي لنا شنو Ouais. les معناها حاجات Ouais, اللي vraiment c'est يعاونوك معناها يسهّلوا لك أكثر منه باش يكون معناها حِمل والا charge كبيرة معناها على projet من projet معناها، إذا فهمت الquestion ouais, نتاعك. bien sûr, OK. C'est une question qui est, très, très posée. حتى il y a même des personnes qui maîtrisent la tech qui posent cette question-là. Donc c'est une très, très bonne question. Il y a plusieurs réponses possibles et là, je vous donne mon expérience et mon opinion. Kubernetes, en général, on en discute, on en parle. On est dans un environnement qui était ce qu'on appelle un environnement en monolithe, d'accord? Comme une architecture en, 1 tiers, en composant واحد فيه كل شيء, d'accord? Vous n'avez pas, contrairement à une architecture, en 3 tiers, il fait l'applicatif, le back-end et la base de données. Non, avec un truc en monolithe et on veut migrer, on veut transformer, heu, son application, on veut la moderniser, ce qu'on appelle la modernisation. On veut la moderniser et on veut, pour la moderniser, on veut transformer le back-end en un modèle en microservices. Ça, c'est le cas le plus qu'on trouve le plus. Ou alors, on peut avoir un modèle en microservices, mais qui n'est pas déployé sur Kubernetes et on veut faire appel à Kubernetes. Lorsqu'on décide de faire appel à Kubernetes, donc le principe de microservice, je ne vais pas m'attarder dessus. Je pense que vous savez ce que c'est que des microservices. Donc, je vais me focaliser sur Kubernetes. Kubernetes, c'est un orchestrateur. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de microservices qu'on veut isoler parce qu'on veut les gérer, on veut gérer leurs process de manière indépendante. Les process, que ce soit les process de dev, de CI/CD, que ce soit le support, que ce soit la gestion de chaque service d'une application. On veut les isoler en microservices et quand on a beaucoup de microservices, ils deviennent difficiles à orchestrer et euh, on veut pas avoir à gérer toute la charge d'orchestration. L'orchestration, c'est beaucoup de charges. L'orchestration, c'est la gestion de l'infra, la gestion du système, le fait d'allouer et de gérer les dépendances, donc allouer les bonnes ressources, gérer les dépendances, faire de la préconfiguration, etc., etc. Quand on veut pas avoir à gérer le runtime des conteneurs et à gérer tout ce qui se passe en dessous, donc la partie IaaS, l'infra, on va faire appel à des technologies comme Kubernetes, qui, elles, vont orchestrer tous ces éléments-là. Quand on prend Kubernetes, on dit, bah, j'ai, je sais pas moi, une vingtaine de microservices, c'est beaucoup trop de choses à orchestrer, beaucoup de microservices à orchestrer. Je veux un orchestrateur. Kubernetes, il va avoir son masternode, qui lui va contenir les composants dont on a parlé et qui va gérer la totalité des éléments. Il va gérer le monitoring, l'état, qui va alerter quand il le faut, qui va pouvoir, grâce au scheduler et au contrôleur manager qui va pouvoir vous dire, bah, il y a un node qui ne va pas bien, on va pouvoir le remplacer. Il y a un pod qui va pas bien, on va pouvoir le remplacer. Il y a un problème de ressources, il va falloir upgrader. Tout ça peut être automatisé grâce à Kubernetes. Donc, le principe d'orchestrateur, c'est ça. On orchestre le statut, le cluster state, le statut et l'état du cluster. Quand vous n'avez pas envie, vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les compétences, ou vous n'avez pas l'argent, donc là je m'adresse aux entreprises, mais chez vous en tant que personne aux entreprises, on passe sur Kubernetes. Mais il faut s'assurer qu'on a réellement besoin, parce que Kubernetes, cette orchestration, elle coûte cher, elle coûte de l'argent. Donc on ne passe pas sur Kubernetes parce qu'on a un ou deux microservices. En tout cas, ce ne serait pas la meilleure idée possible. Si on veut absolument isoler des environnements, les containeriser, et qu'on n'a que un ou deux microservices, il y a d'autres solutions. Soit on les dockerise, soit on utilise des services concurrents, enfin concurrents, oui concurrents, mais qui ne sont pas basés sur l'orchestration, comme par exemple les container services de Azure par exemple, Azure Container Service ou AWS Container Service. Donc c'est Elastic, je crois. Ouais, c'est ça. C'est Elastic Container Service sur AWS. Ça permet de gérer des conteneurs, des environnements containerisés sans avoir à dépenser de l'argent sur d'orchestration. Mais voilà, globalement, c'est la raison pour laquelle on va
utiliser du Kubernetes. يعطيك الصحة واضح يعطيك الصحة ريبونس ديتايي صح. دونك عندنا إيناس في الchat تسأل اسكو échange entre 2 clusters كيف يصير مع n cluster ولا لأ؟ Fictif يصير مع n cluster dans le même cluster ولا plusieurs clusters, c'est ça? اسكو نفس البرانسيب معناها l'échange بين 2 clusters إذا فهمت السؤال bien sûr. إذا l'échange entre 2 clusters اسكو نفس البرانسيب معناها يصير مع n cluster n Mata plus que 2. OK, d'accord. Donc voilà est-ce plus que qu'il y a une limite? Oui, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est le même principe parce que l'exposition BGP, elle sera la même. Chaque cluster va exposer son CIDR et il faut se dire que cette ouverture de session BGP, c'est ce qui permet de sécuriser en fait l'échange par les informations liées à cet échange-là. Quand les IP, c'est confidentiel. Donc l'ouverture de session, elle permet de communiquer ces IP-là. Que vous ayez 2 clusters, 3 clusters, 4 clusters, ça ne change rien. Donc à partir du moment où vous avez réalisé votre découpage logique et que vous avez sécurisé justement cet échange-là. Donc, ça change rien pour vous. Ça change absolument rien. Surtout qu'il rentre quand vous le faites sur des cloud providers, comme Azure AWS qui rend ça transparent pour vous, vous verrez pas la différence. D'accord? Quand vous êtes sur des cloud providers, vous n'avez pas à gérer la partie BGP routing. Vous avez plus juste à gérer ce qui se passe au niveau de l'overlay, donc la couche haute, et dire dans vos règles de sécurité et de réseau, j'aimerais que tel cluster puisse communiquer avec tel cluster. C'est tout. J'aimerais whitelister tel IP et j'aimerais appliquer telle règle de sécurité. Mais vous n'aurez pas à vous soucier du fonctionnement underlay des clusters. Après, vous aurez sur votre cloud provider, vous allez avoir votre propre découpage d'isolation de vos environnements. Donc, vous avez vos régions dedans, vous avez vos availability zones. Le cluster, il peut être multi-AZ, multi-availability zone. Il peut être multi-région aussi. D'accord? Donc, c'est vous qui découpez et c'est vous qui statuez sur qu'est-ce qui peut discuter avec quoi. Mais en tout cas, le fonctionnement au niveau de l'underlay, le fonctionnement réseau, c'est le même, oui. C'est à peu près clair? بالنسبة لي واضح. oui Ok. elle a confirmé. مريم تفضل عندك سؤال. سلام تسمعوا فيها؟ سلام. أي Oui. عندي سؤال. تفضل. تفضل. كان ال API server is unavailable، كيفاش الكلاسترز يكومينيكو مع بعضهم سواء القدم وإلا جدد، والقدم يبقوا يكومينيكو ولا لا؟ Ça dépend de la configuration de tes hacks. Qu'est-ce que tu veux dire par unavailable, API server? C'est-à-dire que quand tu veux le requêter, quand tu veux accéder au serveur, accéder au cluster, il يقول لك API server unavailable, c'est ça? ايه وإلا simplement ما عادش يخدم في أي كا. يتيح. ايه En fait, si l'API server يتيح, le cluster Kubernetes n'est plus joignable. C'est le hub. D'accord? Donc, sans l'API server, tu ne peux plus, le master node ne fonctionne plus. Il y a plus d'orchestration. هذا كل شيء يتعدى بالAPI server. فهمت؟ Donc, حتى النودز اللي ديجا running ما عادش ينجموا يخدموا. en fait, les nodes ne seront pas impactés. Ce qui est البود impacté, c'est l'orchestrateur. Le pod ولا le node. En fait, ce qui est impacté, هو l'orchestration. Mais l'API server, tu ne vois rien. Il y a la visibilité بتاعك l'API server. Mais l'API server, tu ne peux pas accéder à l'ETCD. Tu n'as pas شنو هو l'état actuel de tes nodes. Mais l'API server, maintenant, en fait, le principe d'orchestration, on va dire de l'API server. Mais ça n'impactera pas les nodes. Les nodes continuent de fonctionner. D'accord? Les nodes, fonctionnement de node, c'est plutôt ce sont des worker nodes. Le fonctionnement de ne dépend pas de l'API server. L'API server, il faut voir vraiment comme un composant d'authentification. C'est le hub. Il authentifie toutes les requêtes. Mais il ne gère pas la vie des nodes. La vie des nodes, elle est gérée plutôt par les autres composants. Il y a par exemple le kubelet, le contrôleur manager, etc. Mais les autres composants qui vont réfléchir tant que l'API server ne fonctionnera pas. Mais les nodes, même si l'API server ne fonctionne pas, c'est juste une petite visibilité. Allez. Ok, c'est clair?
إيه شكرا. De rien. باهي يا جماعة، إذا ما عادش عندكم دي كيستيون ماذا بيا كان نسأل. جوست كيستيون صغيرة. وي تفضل. دونك في نفس الكونتكست تاع بون تاع الهاي افيلابيليتي اذا تاح الابي مش تاح الابي سيرفر تاح الاو تي سي دي. دونك شنو هو معناها الاستراتيجي اللي هو الاو تي سي دي في وسطه؟ دونك معناها لي زانفورماسيون تاعنا الكل، شنو هو احسن الاستراتيجي باش باش نحافظ على على الاو تي سي دي؟ اسكو قاعد في نفس ما نعرفش مع الكنترول بلين حاجه En fait, le احسن TCD كان يتيح. Ouais, مهم. c'est une très bonne question. Le TCD كان يتيح, c'est grave. C'est grave. كان تخسر les données par le TCD, c'est grave. À la fin, tu auras perdu tes données de configuration. Le TCD, en fait, il faut deux choses. Il faut, un, l'isoler, ما يكونش في نفس l'environnement, نفس namespace, ولا حتى ساعات مش نفس cluster que le master, que les autres composants. Donc, il faut l'isoler. Et deux, il faut backuper les données. Donc, خاطر كان تخسرهم perd la configuration. Donc, c'est des déploiements que tu vas faire sur Terraform. Voilà, c'est du apply, YAML, voilà, du kubectl ou autre. Et il faudra réappliquer cette configuration-là. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, le TCD, il ne faut pas qu'il tombe. C'est comme si avec une base de données, la base de données تطيح وتخسر les données. Il y a aucun moyen de ترجعها. ما عندكش un backup. C'est la même chose. D'accord. واضح. دونك عندنا أنس عندها كيستيون. تفضل أنس. سلام. دونك ميرسي رياض على البريزونطاسيون هذه. أول حاجة ثاني حاجة تسمع فيا ما؟ نسمع فيك. نسمع فيك. داكوغ. باهي دونك انت حكيت باش نجمو نعملو كوميونيكاسيون انتر دو كلاستر نستعملو بي بي اف تكنولوجيا بي بي اف و سيليوم شنو بي ان نعرف اللي نجمو نستعملو سيرفيس مش اسمه استيو. عندك فكرة عليه؟ Oui, c'est une bonne question, Zeda. C'est une bonne question. En fait, حكيت عليه هنا شوية, mais je suis allé un peu vite. Istio, c'est pareil, c'est un service mesh qu'on va déployer dans ce qu'on appelle des sidecars. Sidecar. Sidecar, c'est un conteneur qu'on met dans un pod qui permet de faire du proxy. D'accord? Qui permet de filtrer tout ce qui arrive sur les pods. Donc Istio, oui, ce qu'on appelle l'envoy Istio, il est utilisé en tant que sidecar sur chaque composant, chaque pod. Donc effectivement, il y a un service mesh. Mais il y a uniquement service mesh, mais il y a un cluster mesh. D'accord. Merci. Ashk. De rien. De rien. Juste une autre question. C'est les entreprises معناتها فما نعرفوا les solutions توا اللي qui sont gérées par les providers cloud كيما AKS وكل وفما دي معناها نجموا احنا نجيروا وحدنا الكلاستر نتاعنا دونك نعملوا الادمينستراسيون تاع الكلاستر في les entreprises كيفاش معناها يصير الشوا نتاع اني نمشي في une solution gérée par دي بروفايدر كلاود والا نقول لا انا راني باش نجيري كلاستر نتاعي وحدي ونعمل ادمينستراسيون. دونك الشوا ça se base sur quoi? Est-ce que budget, est-ce que Très bonne question, très bonne question. En fait, le choix de passer on-premise le cloud, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est est-ce que on gagne du temps à comment dire, à outsourcer une partie de la DSI interne ou de l'infrastructure interne. Est-ce qu'on gagne du temps à faire ça? Est-ce que Randy, en tant qu'entreprise, Randy les ressources, Randy les compétences pour gérer l'infrastructure? L'infrastructure, c'est beaucoup de charges, la gestion de terre. C'est la gestion par l'obsolescence, c'est la gestion par les vulnérabilités, c'est la gestion par les OS, c'est les migrations, c'est gestion par la base de données, c'est gestion par le hardware, etc., etc. C'est beaucoup de choses. Donc la question que l'entreprise se pose, c'est est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a le personnel pour faire ça?
La réponse, c'est non. Le meilleur choix, c'est d'aller sur du cloud. D'accord. هذيك الحاجة. والحاجة الثانية, c'est aussi une question de budget. إذا كان عندي très peu de ressources وما عنديش des compétences très poussées في l'entreprise نتاعي, mais ما عنديش le budget pour sous-traiter au cloud provider, dans ce cas, il faut que, je discute de ma stratégie. Est-ce que je veux faire du hybride مثلا, نخلي مثلا les applications critiques نتاعي نخليهم on-premise, ou les applications moins critiques نحطهم في الcloud مثلا, et je fais de la gestion hybride. والا est-ce que je veux garder on-premise parce que je n'ai pas le budget, mais je n'aime pas le cloud. Le cloud, ça coûte cher. En fait, le fait d'outsourcer cloud, je vais outsourcer une partie de mon infrastructure. Comme une partie que je ne peux pas gérer, je ne sais pas gérer, qui me coûte beaucoup d'énergie, qui me coûte beaucoup d'incidents, d'accord? Et je veux donner ça et je veux une expertise sur ça. Donc je veux outsourcer ça à des experts. Donc je sais que chez Microsoft, ils vont avoir des experts, chez AWS, ils vont avoir des experts, chez Google, ils vont avoir des experts, etc. Donc dès que c'est une solution. Mais par contre, si on n'a pas le budget, il faut trouver une stratégie. Donc, la stratégie hybride, elle fonctionne bien en général. Et c'est ce que font beaucoup d'entreprises. Et on sépare ça comme ça. Les applications critiques, je les garde chez moi. Et les moins critiques, je vais les déplacer avec une stratégie basée sur une matrice. Je vais commencer à migrer mes applications petit à petit et voir en fait combien ça me coûte et est-ce que je peux prédire les coûts sur une certaine durée. Le budget, c'est important. Ce qu'il faut retenir, c'est que le budget est important, les ressources sont importantes, les compétences par l'entreprise sont importantes et la sécurité est importante. Il y a une application qui est extrêmement critique et tu sais que avec les ressources, avec les compétences pour la sécuriser et l'entretenir, et c'est trop risqué de la garder à des serveurs dans un local, il vaut mieux dans le cloud. C'est là où en fait c'est important de faire appel à une expertise. D'accord? Donc ça dépend de tous ces éléments-là. Mais en général, le choix du cloud, il dépend de ces facteurs-là. Et c'est une stratégie qu'on met en place. C'est pas je déplace tout sur le cloud, voilà, je garde tout chez moi. C'est une stratégie qui se fait sur du long terme, et qui permet de gérer sécurité, budget, ressources, compétences et voir comment ça évolue. D'accord? Parce que le cloud, c'est plusieurs choses. C'est le fait de sous-traiter l'infra, ce qu'on appelle le IaaS, Infrastructure as a Service. Et ensuite, il y a la partie PaaS, Platform as a Service, où là, en fait, on va sous-traiter et l'infra et la partie runtime. Et donc, en gros, PaaS, ça veut dire qu'on va on va en fait mettre à disposition de l'entreprise uniquement une plateforme. Et cette plateforme, elle va permettre aux développeurs, de manière générale, de coder et de réaliser des upgrades, etc. Mais on n'aura plus besoin d'équipes infrastructure. Ensuite, il y a la partie SaaS, où là, on est sur du service manager, où c'est le cloud provider qui gère tout. Donc, ce choix-là, et bien sûr, plus on sous-traite et plus ça coûte cher. Donc ça fait partie aussi de la stratégie. D'accord? Et puis, il y a le dernier facteur, c'est mon application n'a pas été modernisée depuis longtemps, elle n'a pas évolué, elle n'a pas progressé, ou là, j'ai le budget. J'ai le budget pour moderniser mes applications, les sécuriser, les rendre beaucoup plus performantes, gérer les problèmes de latence, etc. Et ben dans ce cas, je vais moderniser mes applications qui étaient monolithes et je veux les faire passer en microservices et je veux faire de l'APIisation sur la partie front-end et je veux prendre une base de données beaucoup plus intéressante avec de la high availability, avec du multi-région, je sais pas moi, du Cosmos DB par exemple. Je veux prendre du Redis pour avoir une base de données avec du cache management, etc. Et je vais basculer sur le cloud pour pouvoir gérer ça de manière beaucoup plus managée et plus simple. Voilà. C'est toutes ces réflexions-là. Ok. D'accord, merci beaucoup. نحب نزيد نبني على سؤال نتاع حمزة. دونك في الشوا نتاع اسكو باش تعمل كوبرنيتيز على بار ميتال والا على في ام، معناها شنو هما لي تشالنج نتاع كل وحده، وقتاش نختار البار ميتال مثلا على الفي ام مثلا. Ça dépend. C'est une bonne question. La différence, c'est معناها تيب دابليكاسيون اللي يمشيو مثلا يكونوا
اوبتيميزي اكثر، يخدموا خير معناها على البار ميتال ولا على في ام معناها حاجه كيما هكا. Non, enfin, c'est une très bonne question. La différence entre bar metal et VM, c'est que le VM, tu vas avoir un hyperviseur qui va allouer, ce que je disais tout à l'heure, un OS, un guest OS, guest operating system, et qui va, lui, pouvoir te permettre d'allouer le bon OS qui sera compatible avec ton application pour ensuite créer les conteneurs qui sont dépendants de cet OS-là. Le bar metal, tu es plus limité. Tu es limité parce que tu es limité à la couche hardware. La couche hyperviseur qui est entre le hardware et le conteneur, elle est là pour simplifier la vie. Elle est là pour faire un premier découpage logique et puis pour affecter l'OS guest qui sera compatible avec l'application, avec la couche applicative. Donc le fait de faire directement du Kubernetes sur du bar metal, en fait, on va bypasser la couche de virtualisation qui va demander plus d'efforts en termes de gestion de l'environnement, de l'infrastructure, des dépendances, etc. Et c'est rare de trouver ça en entreprise, mais je l'ai pas encore vu. Mais ce serait intéressant de voir les use cases de pourquoi est-ce qu'on aurait du bar metal et du cube directement sur du bar metal, donc en tout cas cube sur du on-premise. Mais là, ce que je dirais, c'est que la raison pour laquelle on garde le bar metal, on garde le on-premise, c'est pour garder un contrôle sur les équipements. C'est qu'on est obligé de garder un contrôle sur les équipements. Par exemple, les entreprises où les données sont très sensibles et très critiques, on va garder les applications critiques sur du bar metal. Et du coup, bah, si on veut avoir un orchestrateur de conteneurs sur du on-premise, on va le faire sur du bar metal. Et on va conserver cette gestion-là et ce support-là sur du bar metal. D'accord. Donc c'est quelque chose qui se fait rarement, mais ça se fait. Et c'est généralement pour les applications qui doivent, notamment pour les entreprises qui sont régulées par des régulateurs nationaux, européens, internationaux, qui va par exemple pour les banques européennes, la régulation elle se fait par la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, elle oblige les banques à utiliser certains frameworks, certaines règles qui sont très strictes. Et du coup, bah, il faut appliquer des règles de sécurité très strictes sur certaines applications et certains cloud providers ne sont pas certifiés sur ces réglementations-là. Et du coup, bah, il faut pas passer sur le cloud, il faut garder ça on-premise et gérer ça localement avec une vraie expertise locale. D'accord? Ça répond à ta question? اي يعطيك الصحه عايشك. فوالا دونك اذا ما عندكمش دي كيستيون جوست نحب ناخذ من عندك كلمه رياض، نصيحه ريكومونداسيون للعباد اللي تحب معناها تتعلم الدومين هذايا، والا نصيحه اون جينيرال معناها ابروبو اي حاجه معناها اللي حكيناه توا. Et bien sûr, en fait, quel que soit le niveau اللي عندكم في التك, que vous soyez débutant ou à la moyen ou à la avancée, je pense que l'avenir, ça sera, se basera beaucoup sur l'AI, mais là, c'est pas le sujet. Il se basera beaucoup sur le cloud security, la sécurité des environnements conteneurisés et la gestion des environnements conteneurisés et ce qu'on appelle le security runtime, donc la sécurisation en temps réel et la gestion des menaces en temps réel dans des environnements conteneurisés. Et là, je conseille à toutes les personnes qui veulent faire de la tech, quel que soit leur niveau, de continuer de se former, surtout sur la cybersécurité. La cybersécurité, c'est très large, mais c'est un domaine qui est très porteur, qui est en train d'exploser, le marché est en train d'exploser. Il y aura toujours des métiers, que ce soit architecte, que ce soit ingénieur sécurité, que ce soit expert sécurité, que ce soit la sécurité sur des environnements conteneurisés, que ce soit sécurité sur Kubernetes. Je conseille réellement de continuer de se former et de rester à jour parce que la tech va très vite. Et au-delà du fait de chercher à maîtriser toutes les nouvelles tech, je pense que le plus important, c'est de se focaliser sur sa capacité à faire du problem solving, de résoudre des problèmes, soit complexes ou non, sur un domaine bien spécifique. C'est vraiment ça qui fait la différence et qui permet d'être à l'aise dans la tech de manière générale.
Si vous arrivez à mixer des compétences en problem solving et aussi en un domaine qui vous intéresse, comme la sécurité informatique, le cloud engineering, le cloud architecture, etc., vous aurez des compétences qui vous permettront d'avoir de très beaux métiers et d'exceller plus domaine interne. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Après, j'ai occupé plusieurs postes avant de devenir architecte. Mais en général, c'est des postes qui étaient entre très techniques et avec du project management. C'était un mélange des deux. Le poste le plus technique que j'ai occupé, c'est le poste d'architecte, architecte technique, et le poste que j'occupe aujourd'hui. J'adore ce que je fais parce que l'architecture me permet de travailler sur beaucoup de domaines différents, beaucoup de sous-domaines, de creuser et d'apprendre des choses régulièrement. Donc, je pense que ce qui est vraiment passionnant en tech, c'est le fait qu'on peut continuer à apprendre des choses Colium sans jamais se fatiguer, sans jamais en avoir marre. Les domaines sont très larges et tout évolue extrêmement vite. Donc, je conseille vraiment de continuer à faire du benchmark régulier, de vous renseigner sur les nouvelles technologies, etc. Et puis que vous vouliez faire de la sécurité ou pas, ça change rien. Je pense que la compétence principale, c'est le problem solving et ce qui va vous permettre d'être très à l'aise dans vos métiers actuels ou futurs métiers. Voilà, c'est ce que je conseille. Après, je suis joignable sur LinkedIn, je suis joignable par mail, c'est ce que je vous montre ici toute page. N'hésitez pas, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, je répondrai avec plaisir quand vous voulez. Voilà. يعطيك الصحة رياض، فريمون تشرفنا بحضورك اليوم، إن شاء الله نراوك مرة أخرى معنا في سيسيون. دونك يعطيكم الصحة زاد على الحضور، الناس الكل، على الكيستيون، على كل شيء. إن شاء الله نتقابلوا في سيسيون جاية المرة الجاية. ومرحبا بكم معنا في الكلاود نيتيف جربة، معناها إن شاء الله باش لانسيو بيانتو معناها لي كانو دو كوميونيكاسيون مع بعضنا. وماذا بينا معناها كان ديفوزيو المعلومة للعباد اللي انتريسي اللي كيفكم واللي فريمون فوالا باسيوني. دونك يعطيكم الصحة وإن شاء الله ليلتكم زينة الناس الكل. ميرسي. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. سلام. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bislama. بسلامة.